Eh non, ça y est. Voilà. Nous voici. On a voulu rallumer doucement. Isabelle Carré, la responsable de ce très beau film. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Je vois des visages émus, je vois. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour digérer ça. Je me souviens que au moment où on sortait se souvenir des belles choses, avec Bernard Campan et Zabou Bretman, on regardait pas le film à chaque fois et donc on allait dîner au moment de la projection et on revenait très joyeux. Et le film était quand même très émouvant. Et alors, un jour, un spectateur nous a dit « S'il vous plaît, nous, on sort de cette histoire. Ne parlez pas si fort et ne riez pas autant parce que nous, on est encore très émus. » Et on a réalisé voilà, qu'il fallait un petit peu de temps. Alors, je fais signe à les festivaliers qui nous suivent en simultané dans différents cinémas de France et de la couronne parisienne. Bienvenue, vous nous rejoignez après ce très beau film. Je voudrais remercier évidemment la réalisatrice et puis le distributeur, Renaud Davy, qui nous a donné l'opportunité au printemps dernier de découvrir le film. Et je dois dire que le film s'est imposé à la programmation. D'abord, je voudrais vous dire qu'on a été très émus parce qu'il y a cette espèce de légèreté, de nimbe, malgré tout, sur des sujets difficiles. Jamais vous ne mettez le poids sur un contexte compliqué. Tout reste très profond et en même temps très doux et très léger, à votre image. J'ai pensé vraiment ce film pour les adolescents. C'est pour ça que j'aurais pu, oui, faire des images chocs, montrer des enfants entravés avec les liens. J'aurais pu montrer des enfants mis en isolement, voir les piqûres, la baston quand ils se tapent. J'ai voulu filmer que en contre-plongée et qu'on voit absolument pas les coups. Il était hors de question pour moi que aucun des acteurs du film, comme ils étaient des enfants et des adolescents, se retrouvent dans des situations trop compliquées à jouer et puis à y repenser le soir. Enfin voilà. Donc j'ai voulu faire quelque chose, oui, de plus doux, d'accompagner aussi les adolescents qui viendraient voir ce film et qui se sentent encore une fois déstigmatisés. Pas leur remettre la tête sous l'eau avec ça, mais au contraire aller vers la lumière. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans l'hôpital psychiatrique est traité avec une lumière bleue qu'on a travaillé avec Rina Lubchansky, la chef opératrice. Et même les plateaux repas, il n'y a pas de couleur sur les plateaux repas. C'est comme s'il n'y avait plus de couleurs. Et petit à petit, les couleurs reviennent jusqu'à cette boum où voilà, là, on est vraiment dans les couleurs acidulées des années 80. Mais c'était une façon pour moi de raconter comment on peut vivre l'enfermement. On a l'impression qu'on est dans une espèce de bulle un peu ouatée. Et en même temps, les bruits résonnent énormément, comme dans une piscine ou dans une prison. J'ai énormément travaillé sur les sons. Et d'ailleurs, les sons off qu'on entend, les cris des enfants qu'on entend, c'est des sons qu'on a enregistrés à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc, qui nous donnent quand même, on va dire, l'inconscient du film. Il paraît que le son off d'un film, c'est son inconscient. J'ai voulu que là, de ce point de vue-là, ça soit très réaliste. Mais pour le reste, on est dans les rêveurs. Donc il fallait que les enfants, à certains moments, s'échappent avec leur imaginaire. Ce titre, Les rêveurs, c'est aussi une invitation à rêver. Vous voyez beaucoup vos enfants, vos adolescents avec les écrans, avec des nouvelles qui leur parviennent sans cesse, assez brutalement. Et voilà, l'idée du cinéma, c'est l'idée de... Certes, il y a un écran, mais un écran qui rêve, un écran qui s'échappe, un écran qui nous amène ailleurs que dans la réalité, qui nous aide à l'apprivoiser. Alors moi, je voudrais revenir à la genèse. Vous avez écrit 3 romans. Le premier, c'était Les rêveurs. Est-ce qu'il était évident pour vous
de le réaliser, c'est-à-dire d'adapter ce roman et puis de venir à la réalisation, ou est-ce que c'est un chemin particulier qui vous a amené à ça? Ben, je l'ai dit au début de la présentation, non, j'avais pas du tout en tête de réaliser ce film. C'est l'encouragement, et je le remercie beaucoup, de Philippe Godot, le producteur de la Pan-Européenne, parce que sans lui, je ne l'aurais pas imaginé en fait. Et ensuite, c'est encore une fois ce confinement, la détresse psychologique des jeunes qui n'a pas décru depuis le confinement. Et en travaillant sur l'écriture du film, j'ai été faire des ateliers d'écriture à la Maison de Solène, non pas à Necker, mais à la Maison de Solène. Et j'ai enquêté un peu, j'ai été voir plusieurs grands pédopsychiatres, plusieurs grands chefs de service dans des grands hôpitaux parisiens et de banlieue. Et tous m'ont dit que c'était toujours en croissance, c'était exponentiel, ces hospitalisations, surtout pour les jeunes filles. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment écrire à la fin ce pourcentage de 146%, ce qui est un chiffre énorme, et m'interroger aussi là-dessus et profiter, oui, du film pour qu'on s'interroge tous là-dessus, pour qu'on... Oui, d'abord, évidemment, ce film, je l'ai voulu pour déstigmatiser les jeunes qui se retrouvent dans une situation comme celle-là, ou dont ils voient les camarades aller mal, ou donner des clés pour ça, donner un instrument pour pouvoir se parler. C'est très difficile quand vous sortez d'un centre de pédopsychiatrie d'en parler à l'école. Alors je me dis peut-être que si des amis vont voir le film ensemble, après en sortant, celui que ça concerne peut dire bah oui, moi voilà, j'ai été là. Ah bon, est-ce que ça ressemblait à ça? Non, oui. Vous voyez, donner un instrument pour parler en fait. Parce que il n'y a pas eu de film de fiction sur ce sujet. Il y a eu des documentaires, il y a eu des web-séries, mais jamais de grands films de cinéma. Je l'ai voulu aussi pour ça très beau, parce que les films que j'ai vus étaient des images un peu crades, un peu sombres. J'ai voulu que ça soit beau. Beau aussi pour, encore une fois, redonner de l'espoir, de l'espérance. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été dans cet endroit-là qui peut paraître si sombre, et pourtant c'est là que j'ai trouvé la solution pour moi. J'ai vraiment vu ce film, qui pourtant, quand je l'ai revu, est vraiment un film un peu compliqué et pas le meilleur de Romy Schneider. Mais j'ai été émue par son émotion. J'ai été émue aussi cette phrase qui a fait tilt, préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. Mais alors je vous assure qu'il faut l'entendre, cette phrase, parce que dans le film, elle est mélangée à tout un discours que dit Victor Lanoux sur le marxisme. Alors comme quoi, en fait, quand on est prêt à entendre quelque chose, et quand on a besoin d'entendre cette chose, on la saisit, cette main tendue. Les mains tendues, ça peut être des gens que vous rencontrez, ça peut être des camarades. L'amitié est très importante, comme vous l'avez vu dans le film, et tous les directeurs de services de pédopsychiatrie me l'ont dit, l'amitié est fondamentale. Mais parfois, ça peut être aussi voir un acteur, une actrice avec une émotion qui ressemble à celle que vous avez en vous. Ça peut être une phrase. Je crois qu'il y a des films qui peuvent vous sauver une soirée, mais je crois qu'il y a des films qui peuvent aussi vous sauver la vie. Moi, ça a été mon cas. Et le vœu le plus cher que j'aurais, ça serait que ce film puisse produire un même élan d'espoir que celui que j'ai ressenti, moi, en voyant ce fameux Une femme à sa fenêtre. Et est-ce que ça vous donne envie de réaliser un autre film après celui-là ? Bien sûr. Bien sûr, ça me donne envie de réaliser un autre film. Après, je ne vous cache pas que le montage financier a été compliqué, a été pas long, mais bon sang, qu'est-ce qu'on a mouillé la chemise. Et c'était pas simple. Je me souviens d'une réunion au CNC qu'on a décidé de prendre en urgence parce que, en fait, il fallait absolument qu'on puisse tourner en temps et en heure, car ces jeunes, en France, on a une législation où on ne peut tourner que quelques heures par jour avec les plus jeunes, 3 heures pour les plus jeunes, 4 heures pour les autres, et 6 heures en période de vacances. Donc, on avait vraiment besoin de ces vacances, et sinon, il fallait reporter d'1 an.
Et je les ai vus, là, ils sont venus, ils ont découvert le film il y a avant-hier. Et ils ont déjà tellement changé en un an. Donc c'était important de tourner tout de suite, ou sinon il fallait refaire le casting. Puis je leur avais dit que je m'étais engagée vis-à-vis d'eux, donc bref, pour plein de raisons. Et donc ce que j'ai fait à la deuxième rencontre avec les gens du CNC, je leur ai lu toutes les associations que j'avais essayé de rencontrer pour, je sais pas, trouver des solutions, pour trouver du financement, faire comprendre que ce film, c'était pas un ego trip, mais l'idée d'un partage et d'une prise de conscience que j'aimerais, qui a été la mienne, mais que j'aimerais plus globale, que ça soit du gouvernement ou de la société en général, sur le besoin qu'on a d'écouter les adolescents et de trouver des solutions pour eux concrètes, des lieux d'accueil pour ceux qui en ont besoin. Bref, et donc j'ai lu toutes les associations que j'avais essayé de joindre au lieu de me lancer dans un grand discours. Et il y en avait. Donc ils me regardaient comme si j'étais dingue. Et ils ont fini, peut-être que je leur ai fait pitié quoi, avec ma liste. Mais en tout cas, ils nous ont donné leur accord. Le CNC, c'était important pour avoir les jours supplémentaires qu'il nous fallait pour respecter cette réglementation française qui est essentielle, qui est de tourner que quelques heures par jour avec les adolescents, qui nécessitait donc beaucoup de jours de tournage, enfin 7 semaines et quelques. Et concernant le casting, c'était difficile? Vous avez beaucoup d'enfants? C'était pas difficile, c'était un grand bonheur, une grande joie. Je faisais travailler tous les ados en leur donnant comme des cours de théâtre. J'adorais travailler avec eux. Et pour vous raconter, par exemple, comment on a trouvé la petite Elisabeth, Tessa. Donc c'est le premier film, d'ailleurs c'est quasiment pour tous leur premier film, à part pour Mélissa Boros, que vous avez peut-être vu dans Le Ducournau, mais Le Ducournau, elle l'a tourné après Les Rêveurs, mais elle avait tourné un film quelques années avant qui s'appelait Le Voyage de Cybèle, mais qui était un rôle quasiment muet. Il y a eu aussi Renaud, celui qui joue Renaud, qui est Solane, qui avait déjà tourné dans plusieurs films. Et il y avait aussi la petite qui regarde toujours sa montre, qui avait joué dans un film aussi quand elle était plus jeune, quelques années auparavant, mais qui était très peu, qui avait très peu de dialogue aussi. Donc voilà, et les autres, je crois qu'il y en a un qui avait tourné dans un téléfilm, voilà, et tous les autres, ils n'avaient jamais tourné. Et surtout, Tessa n'avait jamais tourné, n'avait jamais été dans un cours de théâtre. Mais quand Elsa Pharaon, la directrice de casting, lors de notre première rencontre, notre toute première rencontre, m'a montré la première liste d'une dizaine de jeunes filles susceptibles de jouer Elisabeth, elle a commencé à dérouler. Et puis je dis attends, reviens au tout début. Et puis là, j'ai vu la première image, j'ai vu Tessa. J'ai dit, on clique, là on a cliqué, et là elle a parlé de sa déception d'avoir dû arrêter la danse classique. Et ça a été mon cas aussi, je ne l'ai pas raconté, mais ça, parce que narrativement parlant, je voulais vite arriver dans cet hôpital, puisque c'était le cœur du film, mais ça a été, en plus du chagrin d'amour que vous avez vu à l'écran, mon plus grand chagrin d'amour, qui était en même temps, en fait, cette déception que j'ai vécue en même temps, cette déception de ne pas pouvoir être danseuse, de ne pas pouvoir danser sur scène parce que j'avais pas les dispositions physiques. Et ça a été vraiment dur de me rendre compte que c'est pas parce qu'on voulait quelque chose qu'on l'obtenait. C'est pas cette phrase de Brel, le talent c'est l'envie. Bah pas toujours. Dieu sait si je l'avais l'envie, mais ça résistait. Et comme quoi, ça aussi, c'est une belle leçon finalement. Parfois, on s'obstine dans un aiguillage et c'était juste celui d'à côté qu'il fallait prendre, quoi. Ce petit virage, ce pas de côté, qui, sans faire de jeu de mots par rapport à la pièce que je suis en train de jouer, mais voilà, ce petit pas de côté qu'il fallait prendre pour être sur scène et avoir le plaisir d'être sur scène, parce que c'est ça, au bout du compte, qui me remplit et qui me comble, toujours autant après toutes ces années.
Alors peut-être que, parce que nous sommes en simultané, il va y avoir des questions qui vont venir un peu partout, des cinémas en France, de la périphérie de Paris. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que Isabelle est là pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Ou des ressentis aussi. Ou des ressentis. Moi, ça m'intéresse. Des critiques. Et les critiques. Tout. Là-bas. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Une question donc en multiplex pour commencer et ouvrir les questions. Une personne, donc Alexandra de Mamers, dans le Pays de Loire, qui vous demande, vous êtes-vous inspiré d'ouvrages ou de documentaires sur le sujet? Et qui dit merci pour ce beau film. Merci pour cette question. Non, j'ai pas regardé de documentaire et j'ai vraiment voulu être dans mes souvenirs, dans la réalité de mes souvenirs. Autant pour ce qui concerne les parents, voilà, j'ai demandé aux acteurs de se les approprier pour mettre une certaine distance avec les miens. Mais en ce qui concerne Elisabeth et son parcours dans l'hôpital psychiatrique, même si je l'appelle Elisabeth, c'est bien Isabelle. Et c'est bien tout ce qui m'est arrivé. Les seules choses que j'ai pu changer, c'est pour être plus fort narrativement, c'est le moment où Elisabeth va faire sa deuxième tentative de suicide qu'elle ne fera pas finalement avec ses médicaments. Voilà, moi j'ai pas voulu, enfin quand j'avais cet âge-là, j'ai pas été jusque là. Par contre, j'avais des idées noires, j'avais des idées suicidaires qui me revenaient, de la peur en fait de sortir, de la peur de l'extérieur. C'est assez paradoxal parce que quand vous êtes enfermé, évidemment c'est très désagréable d'être enfermé, c'est très dur. C'est violent, surtout dans ces années-là où on nous proposait, comme je le dis, que des médicaments et un atelier de gâteaux pendant ces 4-5 semaines où j'ai été dans cet hôpital à Necker. Donc ces idées suicidaires, elles sont revenues au moment de la sortie par peur d'affronter la réalité extérieure. Parce que, oui, c'est ça que je veux dire, paradoxalement, même si c'est terrible, cet endroit, il protège aussi. Donc, on ne sait jamais ce qui va arriver à l'extérieur, quoi. C'est ça, comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qu'on va rencontrer encore comme brutalité, comme chose brutale de la vie. Et donc, on se sent un peu comme dans un cocon, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose d'à la fois ouaté et en même temps de très résonnant, avec les clés, les portes. J'ai beaucoup travaillé sur le son là-dessus. Voilà, mais sinon, j'ai pas vu d'autres. Justement, j'ai cherché s'il y avait d'autres films de fiction, et il n'y en avait pas. Et je voulais pas voir de documentaire, je voulais rester au plus proche de mon vécu. Et pour ce qui est de l'hôpital psychiatrique aujourd'hui, j'ai été à la Maison de Solène donner des ateliers d'écriture, et j'ai été passer plusieurs matinées à la Pitié-Salpêtrière. Une autre question ? Oui, il faut bien parler dans le micro, pardon. Bonsoir, Thibaut. Bonsoir. Est-ce que vous l'avez retrouvé? Et non, mais j'ai un subterfuge, j'ai un petit secret que je vais vous révéler. Isker n'est pas son vrai nom. Pour d'autres personnages, j'ai gardé les vrais prénoms, puisque c'était des prénoms, voilà. Mais Isker n'est pas son vrai prénom, et donc j'attends avec impatience, après une projection comme celle-ci, qu'une femme arrive et me dise « Je suis Isker », et là je lui demanderai « Isker, mais quel est ton vrai prénom ?» Et comme ça, je pourrais savoir si c'est vraiment elle. Donc c'est vous dire si j'y crois. J'y crois vraiment, je l'espère de tout cœur, parce que c'est vrai que ce que raconte aussi l'histoire, c'est cette culpabilité de ne pas avoir gardé ce lien. Et en même temps, on peut le comprendre, d'avoir envie de tourner la page quand on sort d'un lieu comme celui-là. D'ailleurs, il y a un des personnages qui le dit à la fin du film, dans la partie actuelle. Qu'est-ce que tu souhaites alors que tu sors aujourd'hui? Qu'on ne se revoie jamais ici, mais on sent aussi qu'on ne se revoit jamais tout court, qu'on puisse tous continuer notre vie en étant plus serein et en oubliant quelque part un peu, en mettant de côté ce moment-là. Et puis c'était aussi une autre époque, une époque où on avait honte, et j'ai longtemps eu honte d'être passée par là.
Et je suis très reconnaissante à tous les gens comme Nicolas Demorand qui prennent la parole et aux gens qui me donnent la possibilité aussi de prendre la parole pour dire que je n'ai plus honte, que je n'aurais pas dû avoir honte. Et surtout le dire aux autres, n'ayez pas honte. Parce que c'est une chose qui peut... La santé mentale, notre santé mentale à tous, elle fluctue au cours du temps. Rien n'est figé et on peut traverser des épisodes douloureux comme celui-là et en ressortir tellement plus enrichi, tellement plus empathique, tellement plus à l'écoute. Et c'est ça aussi... Une journaliste un jour m'avait dit « Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune fille de 14 ans que tu étais ?» Et j'ai réfléchi, j'ai dit vraiment la phrase que j'aimerais dire, c'est « Ne t'inquiète pas, ça passe ». Parce que quand on est adulte, on a ce sentiment-là aussi quand on a des épisodes dépressifs, que c'est pour toujours, mais d'autant plus quand on est adolescent et quand on a ce rapport au temps de l'enfance et de l'adolescence qui est différent de celui des adultes. Et c'est pour ça que c'est criminel quand un adolescent a le courage, fait la démarche d'aller dans une maison d'adolescents, d'aller demander de l'aide à un pédopsychiatre, de demander une place et qu'on lui dit « reviens dans 6 mois », voire dans 1 an, voire dans 2, un adolescent, il ne peut pas entendre ça « attends 6 mois ». Déjà pour un adulte, c'est compliqué, mais d'autant plus pour un adolescent. Et là, on me demande régulièrement « qu'est-ce que vous pensez de cette année de la santé mentale ?» J'ai envie de dire, c'est très bien pour la déstigmatisation, c'est très bien pour la prévention, c'est très bien, par exemple, de s'inscrire pour une formation de... ça, c'est le grand ouvrage du gouvernement en ce moment, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de secours, de premiers secours en santé mentale, même y compris chez les adolescents. Il y en a 250 000 en France, ils espèrent en atteindre 750 000. C'est formidable. Voilà, il y a plein de bonnes volontés, mais reste une chose, quoi. La feuille de route sur la santé mentale a été actée au gouvernement, mais sans budget. En sachant qu'il y a des territoires entiers en France où il n'y a rien, où il n'y a pas de maison d'adolescents, où il n'y a pas de pédopsie, 500 pédopsychiatres en France, une grande partie va partir à la retraite dans les prochaines années, alors que, comme je vous le disais, la courbe ne décroît pas. C'est vraiment une situation explosive. Et Libération ne titrait pas pour rien il y a quelques mois l'urgence oubliée, santé mentale des jeunes, l'urgence oubliée. On a beaucoup parlé de santé mentale, on a moins parlé, ça commence là, parler de santé mentale des jeunes. Et je pense que c'est vraiment le sujet, quoi. Les médecins le disent. Dans la médecine, le parent pauvre de la médecine, c'est la psychiatrie. Et le parent pauvre de la psychiatrie, c'est la pédopsychiatrie. Donc, on est tout en bas de l'échelle. En sachant qu'il manque 20%, parfois même plus, dans certains services de pédopsychiatres. Enfin voilà, je crois que j'ai été claire. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète énormément parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit à un enfant rentre chez toi alors qu'il vient pour demander de l'aide? C'est insupportable en fait. Et donc, il faudrait que ce budget soit voté. Et alors justement, je me posais la question, est-ce que vous avez la perspective de montrer ce film dans des instances décisionnaires? J'étais hier au ministère de la Santé, invitée par le professeur Franck Bellivier. On a montré le film. J'ai tenu ce discours. J'ai eu l'impression d'être entendue, mais pour autant, je ne dois pas vous mentir, il n'y avait que la moitié de la salle. Évidemment, on peut le comprendre avec ce qui se passe en ce moment, mais un jeune, lui, il n'a pas l'idée qu'il faut attendre qu'un gouvernement se mette en place. Et on ne peut pas avoir cette patience-là pour les jeunes. Et déjà que la psychiatrie a 20 ans de retard, là, il serait temps de considérer cette urgence comme elle doit l'être. Une autre question? Oui,
Bonsoir. Bonsoir. Patrick, merci pour ce film, merci pour ces émotions. Je suis là. Ah oui, d'accord. Bonsoir. Dans ce que vous avez dit jusqu'à présent, vous avez parlé de l'importance des films et de certaines paroles, comme ce que Romy Schneider a dit. Dans le film, j'ai noté qu'il y avait énormément de musique, de chansons et des chansons à paroles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix et peut-être de l'importance que ça a eu pour vous ? Merci, oui, c'est mon frère Benoît Carré qui a fait la musique. C'est sa première musique de film. Quand on était petit, comme le montre le film, moi je l'écoutais pendant des heures, improvisé comme Kate Jarrett. Et je lui disais déjà, je me souviens très bien de conversations qu'on avait là-dessus en écoutant Ennio Morricone, Evangelis, qu'il deviendrait un musicien de cinéma, un compositeur de musique de film. Ce qui n'a pas été le cas, malgré son désir. Il a suivi un autre chemin. Il a eu le groupe Lilycube. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Voyage en Italie. Il a composé pour Françoise Hardy. Il a composé pour Imani, pour Johnny Hallyday aussi. Et puis il a travaillé aussi avec Stromae. C'est un grand spécialiste de l'intelligence artificielle en musique. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment hyper talentueux. Enfin, moi, je trouve que la musique qu'il a faite, et ça que je voulais dire, c'est que quand il a commencé à composer les musiques qu'on entend dans le film et qu'on était avec Annette Dutertre, la monteuse, et qu'on posait les musiques sur les images, c'était tellement évident qu'on n'avait même pas besoin de couper un bout par-ci, un bout par-là, de lui redemander de recomposer. Tout s'est posé avec une évidence et une magie complètement extraordinaire. Et effectivement, oui, merci de poser cette question parce que quand je dis que j'ai voulu faire un film lumineux et qui donne des solutions, les solutions, on l'a dit, c'est l'amitié, mais c'est aussi l'art, thérapie, l'art sous toutes ses formes. Pour moi, ça a été rentrer dans un cours de théâtre, voir cette comédienne d'abord, et puis après jouer. Peu importe d'ailleurs que tu en fasses ton métier ou pas, mais essaye la musique, la danse, le chant, ou même le sport, mais trouver un endroit où on puisse, les ateliers d'écriture, on puisse mettre ses émotions, ce trop-plein. Et c'est pas une activité du mercredi après-midi. Vous savez, on dit toujours aux jeunes, qu'est-ce que tu fais comme activité ? Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est une façon de reprendre les rênes, quoi, de transformer ce qui vous arrive, que ce soit dans votre journée, dans votre vie, dans l'enfance, peu importe, mais de le transformer en quelque chose de partageable. Moi, j'adore dans ces ateliers d'écriture, je commence souvent par demander aux jeunes de faire leur portrait en paysage, et ça raconte tellement d'eux. Et souvent, l'écriture, oui, précède la pensée. Donc les jeunes, souvent, en lisant devant les autres, se disent « Mais oh, c'est moi qui ai fait ça !» Et là, déjà, c'est gagné, quoi. On acquiert un autre regard sur soi-même. Moi, je l'ai vécu aussi. Quand j'ai écrit ce premier livre, Les Rêveurs, c'est comme si le calque était enfin au bon endroit sur le dessin. J'avais l'impression de trouver enfin une vraie confiance en moi. C'est vrai que le théâtre m'a donné confiance en moi quand même. Mais une voix aussi. Une voix, dire les mots des autres, être au service des auteurs, c'est une chose, mais trouver sa voix, parler avec ses propres mots, trouver ses phrases, son langage, voilà, tout ce qui nous permet d'exprimer ce qu'on est d'une façon ou d'une autre, avec la musique, le dessin, peu importe, mais c'est très important pour les adolescents, parce que c'est un moment qui est tellement complexe, qu'ils vivent en ce moment, enfin je veux dire, c'est déjà tellement complexe pour nous, ce monde est tellement illisible et compliqué que ça l'est d'autant plus pour des êtres qui n'ont pas le recul de se dire que ça va passer, que c'est une période, que les choses finiront par s'éclaircir. Non, ils n'ont pas cette distance-là. Donc c'est très important de leur donner quand même une possibilité de s'exprimer et même de développer leur esprit critique, quoi, d'avoir, au lieu d'avaler ce que leur donne avoir leur téléphone et d'une façon si passive et si anxiogène. Une question ici ou d'ailleurs ?
Attendez, j'arrive. Le titre du livre, vous dites, pourquoi ça s'appelle Les Rêveurs? Non. Bon, pardon. Ah, le titre du livre de la jeune fille, Oui. Mademoiselle Else. Ah, c'est une jolie histoire parce que Mademoiselle Else, c'est une pièce d'Arthur Schnitzler, un grand dramaturge autrichien. Et c'est effectivement la première pièce que m'a demandé de travailler mon premier prof de théâtre. Et ce qui est très touchant, c'est qu'elle ne connaissait pas du tout mon histoire. Je ne m'épanchais pas du tout à ce moment-là là-dessus. Comme vous l'avez compris, je le cachais, j'avais honte, je le cachais bien avec un sourire comme ça, genre tout va bien. Et cette pièce raconte l'histoire d'une jeune fille qui se suicide. Et pourtant, elle ne le savait pas. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le jouer. Et j'étais très touchée par ce texte qui est très beau. Et quelques années plus tard, on me l'a à nouveau proposé, cette fois pas dans un cours de théâtre, mais au Petit Théâtre de Paris. Et je l'ai joué pendant 7 mois et demi tous les soirs. Et j'ai reçu le Molière pour ce texte. Donc c'est assez émouvant de voir que... Le premier Molière. Il y a des résonances, quoi. Le premier Molière, puisque vous en avez eu 2, et un César. Oui, mais le prix qui m'a peut-être le plus touchée, merci, c'est le prix Romy Schneider. Je vous assure que quand j'ai reçu le prix Romy Schneider, là aussi, je n'en ai parlé à personne, de pourquoi ça résonnait autant pour moi, pourquoi c'était un tel cadeau pour moi. Mais j'avais l'impression qu'elle était là et que c'était le prix le plus précieux pour moi. Vraiment, j'étais très, 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 très touchée par ce prix. Une question, une autre. Bonsoir. Jean-Paul, merci pour ce super travail. C'était très beau, très émouvant. Là, ici, devant, milieu. Et je voulais savoir si la petite Elisabelle avait toujours à continuer le dessin. Non, j'ai pas trop continué le dessin. À un moment donné, oui, quand je jouais une pièce qui s'appelait Résonance, c'est drôle, on vient d'en parler d'ailleurs, marrant, je dessinais tout le temps, en coulisses. Voilà, j'ai eu cette période-là, puis j'ai arrêté. Là, ce qui me manque, c'est de retourner à l'écriture, parce que l'écriture au quotidien, je vous encourage tous d'ailleurs, j'ai parlé des adolescents qui s'inscrivent dans un atelier d'écriture, mais moi j'ai suivi un atelier d'écriture formidable chez Gallimard, organisé par Philippe Jean. C'est lui qui m'a donné l'impulse de retrouver l'écriture au quotidien, parce que je dessinais quand j'étais petite et ado, mais j'écrivais aussi beaucoup. Et puis après, jusqu'à 30 ans, et j'ai arrêté vers l'âge de 30 ans parce que j'avais des rôles assez conséquents et j'avais plus le temps. Et cette écriture au quotidien, je l'ai retrouvée grâce à un atelier d'écriture. Et je vous assure, juste pour vous, pour écrire vos souvenirs ou pour écrire des chansons ou pour partager avec une douzaine de personnes comme ça, voilà, et voir ce que chacun peut écrire. C'est souvent des milieux très différents, c'est vraiment des belles rencontres. Donc, si vous avez ça qui vous trotte en tête depuis quelque temps, vous dites tiens, j'aimerais bien faire ça, faites-le. Oui, bonjour. Je suis là. Coucou, Nathalie. Vous évoquez Romy Schneider. Dans le générique, il est fait mention de Sarah Biasini. Et à qui, semble-t-il, vous auriez proposé le rôle il y a 14 ans Non, alors c'est pas ça du tout. En fait, oui, Sarah Biasini, elle va voir le film bientôt d'ailleurs. Je vous dis pas, je vais être émue là. On a partagé ensemble des coulisses de théâtre quand je jouais une femme à Berlin au théâtre des Mathurins. Et elle jouait une pièce de Stefan Zweig. À ce moment-là, dans la salle à côté, et on a partagé la même loge pendant toute l'exploitation de la pièce. Et un jour, j'avais ça qui me trottait dans la tête, j'en avais parlé à personne, donc je lui ai dit, voilà, je voudrais te raconter cette histoire. Je lui ai raconté, elle était très émue. Et voilà, et c'est pour ça qu'il a écrit, effectivement, vous avez bien lu, merci à Sarah Biasini, à qui j'ai raconté cette histoire il y a quelques années. Et elle a été très touchée, voilà, qu'on lui parle de sa maman de cette façon-là. Et moi, très reconnaissante et très heureuse de pouvoir lui transmettre ce bien que m'avait fait sa maman, si profond. Parce que, évidemment, quand on est spectateur et qu'on voit une telle actrice, un tel don d'émotion d'elle-même, évidemment qu'elle nous fait du bien. Mais là, c'était carrément, elle m'avait sauvé la vie, quoi. Donc, j'avais envie de lui dire ça, de partager ça avec elle.
il y a une question là-bas. Oui, une question de David qui est à Quiberon et qui pose la question: pourquoi le titre Les Rêveurs? Oui, ben, au début, le livre, ça, je l'avais appelé, c'est la seule chose que m'a demandé de changer mon éditrice, Juliette Jost. Donc je lui dois ce titre. Ça s'appelait La partie émergée de l'iceberg. Et elle m'a dit, mais c'est très compliqué. Et puis Les Rêveurs, en fait, je trouve que c'est un beau titre aussi pour ce film, qui encore une fois, je l'adresse beaucoup aux adolescents, parce que j'ai la sensation que quand on est derrière son téléphone, quand on voit tout un peu à travers ce prisme-là, on rêve moins. Et je pense que rêver, moi, ça me sauve. La fiction, en fait, pas que le rêve, mais la fiction me sauve. Je n'ai jamais compris comment on avait pu, pendant le confinement, penser que ce n'était pas un bien essentiel, les livres et le cinéma et le théâtre. C'est absolument un bien essentiel de venir se regrouper ici comme ça, au lieu de regarder son film à la télévision, d'être ensemble. C'est bien pour ça que j'aime tellement le théâtre. C'est une façon que le film aussi se grave, vous verrez, dans votre mémoire d'une façon différente, avec des émotions qu'on a partagées. Enfin, c'est vivant, en fait. C'est beaucoup plus vivant. Et la fiction, pour moi, elle est vitale, vraiment vitale. C'est vraiment une façon d'adoucir le réel, comme je disais, d'adoucir la brutalité du quotidien, de s'en échapper, et en même temps de l'interroger comme un miroir. Je pense qu'on vient au théâtre et au cinéma pour se voir, pour entendre des réponses aux questions qu'on a, en même temps que s'en échapper, qu'en rêver, mais y revenir quand même aussi avec plus de douceur encore que, comme je le disais, que la réalité. On lit aussi pour se lire. Quel bonheur quand tout à coup vous lisez une phrase et que vous dites mais c'est exactement ça que je ressentais, que j'aurais voulu dire, mais je n'avais pas les mots. Et maintenant que c'est clair, ok, ça va mieux, quoi. Cette catharsis que ça offre, la fiction, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je suis une droguée de fiction. J'en ai vraiment besoin. Et alors justement, vous travaillez sur un nouveau projet cinématographique à partir d'un de vos livres, ou quelque chose de totalement différent dans le suivi de celui-là? Non, c'est sur une autre adaptation d'une autre autrice, mais je préfère pas en parler parce que j'ai tellement peur que ça se fasse pas. C'est tellement compliqué de monter des films aujourd'hui, c'est un tel miracle. C'est pour ça que voilà, ces rêveurs, c'est c'est tellement incroyable que ce rêve de film se soit réalisé. Alors n'en parlez pas, on préfère tous que vous aboutissiez ce projet. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Renaud à gauche. Je ne suis pas l'adulte du film, mais bravo pour ce film. Et je voulais savoir si vous l'aviez déjà diffusé dans des instituts ou dans des organismes avec ce type d'enfants, et si vous comptiez le faire, et sinon, si vous aviez une idée, par exemple, d'avoir un partenariat avec le ministère de l'Éducation, et pour que ce soit diffusé à grande échelle, qu'il y ait des diffusions, par exemple, pour que tous les collégiens de Courbevoie viennent le voir, ou des choses comme ça. Merci. Alors, on a le projet d'aller le présenter effectivement aux enfants le service pédopsychiatrique de Sainte-Anne. On a le projet aussi de le faire à la salle Pétrière. Voilà, il y a juste les dates, là, c'est en train de se caler. Je l'ai montré devant plusieurs classes à Valenciennes, au Festival de Valenciennes. On avait choisi cette date-là parce que c'était la journée des lycéens, plutôt que d'être dans la compétition. Moi, ça ne m'intéresse pas trop d'avoir un prix ou de cette compétition, mais d'avoir, au contraire, les lycéens. Voilà, c'était un choix. D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Renaud qui a fait ce choix à la distribution. Et il a bien compris le but du film. Et merci encore. Et moi, j'ai dit hier au ministère de la Santé que j'aimerais bien que ce film fasse partie de la formation des jeunes médecins, parce que les spécialités que choisissent les médecins en formation sont en premier la chirurgie esthétique, en deuxième l'orthodontie, et tout en bas de l'échelle, c'est la pédopsychiatrie. Donc il faut vraiment inverser cette donne, d'autant que il y a un chiffre qui est très encourageant, parce que j'ai envie de dire des choses encourageantes quand même. 90%
des psychiatres en activité disent qu'ils rechoisiraient encore cette spécialité. Donc c'est quand même que c'est un métier qui peut rendre heureux, malgré la dureté effectivement de ce que ça représente, mais c'est très valorisant aussi de se dire qu'on a aidé des enfants. Donc voilà. Et pour les classes, non, on n'a pas de lien avec le ministère de l'Éducation. Là, je vais me permettre de répondre, Isabelle, parce qu'on a conçu un dossier pédagogique qui est disponible sur le site de la PAN. Et bien sûr, le film, on va l'inscrire dans les dispositifs scolaires pour les prochaines années. Voilà. Renaud Davy, le distributeur du film. Merci. Alors, une autre question. Non, il n'y a plus de quelqu'un, apparemment. Bonsoir, merci Bonsoir. encore pour ce film. Merci. Qui fait vraiment plaisir justement à la jeune génération. Là, on est un petit rang de jeunes qui entrent dans la vingtaine, etc. Et je voulais justement vous demander, est-ce que, vu que quand même c'est votre vécu et que c'est jamais facile justement d'en parler, même si vous avez d'abord effectivement écrit le livre, est-ce qu'il y avait une scène qui était plus difficile à filmer pour vous ou pour les petits jeunes acteurs aussi, qui pour certains n'avaient jamais joué encore, voilà. Merci beaucoup. Ce qui était parfois compliqué pour Tessa, c'est qu'en fait, on a choisi que des enfants qui allaient bien. À un moment donné, s'est posé la question, et je l'ai posé aussi au professeur Marie-Rose Moreau, j'ai demandé, est-ce que ça vous semble pertinent de prendre pour certains rôles des jeunes qui ont eux-mêmes vécu ce genre de choses ou pas? Et elle m'a dit non, pas du tout, ils n'ont pas assez de recul et ça leur mettrait trop de souvenirs dans la tête. Il faut prendre du recul et elle ne pensait pas que c'était une bonne idée. Ça pouvait les fragiliser, au contraire. Donc, à part dans le service d'aujourd'hui de Necker, où là, l'implication émotionnelle était quand même beaucoup moins forte, là, il y a 2 jeunes qui étaient dans des services de jour. D'hospitalisation de jour. Sinon, tous les autres allaient bien et étaient ça tellement bien qu'elle n'avait pas du tout d'hyper-émotivité. L'hyper-émotivité que j'avais moi, que j'ai moi. Donc, il y avait pas... C'était pas facile pour elle de pleurer, c'était pas facile pour elle de montrer cette fragilité. Et alors, pendant longtemps, je me suis dit, comment je vais faire? Je lui racontais des histoires, j'essayais de la nourrir avec des images, en l'encourageant, en lui parlant du ressenti, etc. Mais ça fonctionnait pas tant que ça. Et à un moment donné, j'ai trouvé le truc, et c'est le truc que détestent normalement les acteurs, c'est que le metteur en scène joue pour eux. Leur montre en jouant devant eux ce qu'ils doivent jouer. C'est horrible parce que du coup, tu te sens obligé d'imiter et t'as l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas venir de toi. Enfin, c'est un peu difficile. Et elle, au contraire, ça l'a complètement libérée, ça l'a autorisée. Elle s'est dit, d'accord, je peux aller jusque-là. Et donc, on a mis en place ça, toutes les deux, dès qu'il y avait des scènes d'émotion. Et c'est ça, en fait, c'est ce point précis-là qui m'a donné l'idée de retourner moi-même dans cet hôpital de pédopsychiatrie et d'apparaître à certains moments. Au début, c'était pour la scène d'internement c'était une façon d'être avec elle et de ne pas la laisser seule et de lui montrer aussi le degré de cri. Enfin, voilà. Et elle s'est approprié ça et au lieu de la gêner, ça l'a désinhibée quelque part. Et du coup, on était vraiment main dans la main, toutes les deux, dans les moments compliqués. Donc, je crois que ça a été aussi salvateur et du coup, pas douloureux, ni pour elle, ni pour moi. Et par ailleurs, moi, j'avais très peur, effectivement, d'être reconfrontée à tous ces souvenirs pendant le tournage, d'être même submergée par l'émotion à certains moments. Et au fond, ça n'a jamais été le cas. Parce que j'étais tellement concentrée sur le fait qu'il fallait que je tienne ce fil. Comme je vous ai dit, j'avais peu de marge de manœuvre au niveau des horaires. Il fallait tout rentrer. Et le fait de ne pas faire un film par ego trip,
mais parce qu'il y avait un but, c'était de le partager avec les jeunes d'aujourd'hui et d'essayer de leur être utile, me donnait une telle boussole que j'ai jamais débordé par rapport à ça, et ça n'a pas été pénible à aucun moment. Au contraire, très exaltant et prenant. Par contre, je dois dire que dans les avant-premières, il y a beaucoup de retours, et ça, parfois, c'est bouleversant. Les jeunes qui viennent me voir. L'autre jour, une avant-première où une jeune fille s'est levée et a raconté ce qu'elle avait traversé devant tout le monde. C'est tellement courageux. Et il n'y avait que des jeunes dans la salle. Et je me suis dit, mon Dieu, pourvu qu'il n'y en ait pas un qui rit, pour se protéger, quoi, par protection. Et aucun n'a ri. Et tout le monde l'a applaudi à la fin. Et je me suis dit, OK, alors ça veut dire que le film est bien cet outil que j'espérais, de pouvoir ouvrir la parole entre ces jeunes, voilà, sans moment de gênance, comme ils disent aujourd'hui. Merci. Une question. Oui, j'ai vu le micro arriver par là-bas. Peut-être qu'il y a une question, non ? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez eu des retours, des réflexions des acteurs sur leur rôle ? Ah ouais, j'étais très, 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 très heureuse parce que je sais la difficulté de se voir. Je ne vois aucun de mes films, à part celui-là que j'ai bien été obligée de voir puisque j'étais tous les jours au montage. Mais sinon, je ne vais jamais voir les films dans lesquels je joue. Je trouve ça trop, trop compliqué. Et je suis toujours déçue par ce que je propose. C'est pas le film qui me pose problème, mais c'est moi. Je me dis, je suis toujours en deçà. Ça me fait penser à la pub Mire-Couleur, vous savez. Quand le personnage a plus de couleur, ben, je me sens comme ça. Je dis toujours, mais quand même, j'ai plus donné que ça. Enfin, je sais pas. Et non, j'ai l'impression d'être délavée. Et tous les jeunes, là, je leur ai posé à tous la question, comment tu t'es trouvé ? Et tout le monde s'est aimé. Et même Solane, qui a fait beaucoup de films, a dit que c'était dans ce rôle-là, c'est le garçon Renaud qui a le crâne rasé. Il a dit que c'était le rôle qu'il avait préféré de lui jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était une belle récompense d'entendre ça. Une autre question d'ici ou de France, de Navarre, de banlieue parisienne, de partout. Ça peut être un ressenti et une critique. Moi, je trouve toutes les critiques constructives, donc n'hésitez pas. Sinon, nous allons clore là-dessus. Voilà. Donc vous êtes actuellement au théâtre. Une question, pardon. Oui, bonsoir, je suis Léna. Qu'est-ce qui vous fait comprendre qu'il n'y a pas de sens d'avoir honte de votre isolement? Et est-ce que c'est vous qui vous êtes changé ou c'est le monde qui a changé? Et est-ce que vous avez vu aussi autres personnes dans le théâtre qui ont fait des réalisations remarquables comme votre? Merci pour ces films. Et est-ce que vous avez pu échanger avec eux vos expériences? J'ai pas très bien compris la deuxième question, mais je vais répondre déjà à la première. La première, c'est une très belle question. Oui, je crois que la société est complètement prête à entendre. Voilà, moi j'ai traversé ça. Moi aussi. Voilà, on est prêt à échanger là-dessus. On est prêt à demander de l'aide, on est prêt à... Et c'est d'autant plus important du coup que les réponses adéquates soient présentes. Qu'un jeune puisse dire aujourd'hui, voilà, moi ça va pas, ok, on fait de la prévention, on demande aux jeunes de s'exprimer, alors il faut les accueillir et qu'il y ait des endroits. Mais par rapport à moi, il y a eu un autre élément déclencheur. C'était qu'un jour j'étais dans un tournage... Et souvent, vous savez, dans les tournages, on tourne dans des branches d'hôpitaux désaffectés. Et à côté, il y avait un service de pédopsychiatrie. Et à la cantine, on s'est retrouvés assis à côté d'eux. Et du coup, j'ai été les voir.
Et à un moment, je leur ai dit, comme dans le film, vous savez, moi aussi, j'ai été internée dans un endroit comme le vôtre quand j'avais votre âge. Et là, ils m'ont tous regardée et j'ai senti qu'il y avait une façon de l'espoir et puis une façon de communiquer qui était différente, qui était très fraternelle et très porteuse d'espoir. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'arrête de me taire là-dessus. Il y a un concept, je ne sais pas si je l'ai dit, ce mot pérédance, qui est un terme philosophique qui a été inventé par Cynthia Fleury il y a quelques années et qui signifie, d'ailleurs le professeur Franck Bellivier m'a dit, quand je lui ai donné le scénario à lire au tout début de l'écriture, que c'était un film de pérédance. Alors je dis, qu'est-ce que c'est ? C'est lui qui m'a appris ce terme. La pérédance, c'est comme la Maison Perchée. Peut-être vous avez entendu la journée de la santé mentale sur France Inter. Et il y avait une personne qui intervenait comme ça. La Maison Perchée, c'est un centre de pérédance. Et c'est un endroit en fait, où on va pouvoir parler de son expérience avec des jeunes qui souffrent et dire, voilà, bah oui, moi je comprends ce que tu vis parce que je suis passée par là. Je veux dire, on est au même niveau. On est au même niveau et on est dans un partage d'expériences communes qui fait qu'on peut s'apprendre énormément. Voilà, c'est ça la pérédance. Et ça marche. Ça marche vraiment. Comme je vous parlais de l'art-thérapie et tout ça. Donc, je voudrais terminer par cette phrase que dit mon personnage. Aujourd'hui qu'on sait comment soigner, qu'on sait comment faire, faisons-le partout. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des régions entières en France où il n'y ait pas les mêmes moyens qu'à Paris ou qu'en région parisienne. Et surtout, oui, écoutons nos adolescents et faisons en sorte que le monde, puisqu'on est dans un festival qui essaye de faire en sorte qu'il y ait moins d'éco-anxiété, qu'il y ait moins de pollution, qu'on fasse attention aux uns et aux autres, à la planète. On a tous notre rôle à jouer par rapport à ça et j'espère que ce nouveau gouvernement entendra ce cri-là, ce cri qu'on a envie de transmettre vraiment pour les jeunes et pour leur avenir. Il y a une autre question quelque part ici. Oui, bonsoir. Marion, je suis au milieu, un peu plus haut. Bonsoir. Donc vous nous avez dit qu'on pouvait exprimer aussi nos sentiments sur le film, et que j'ai trouvé très beau comme la plupart des gens ici. Il y a une touche de délicatesse qui est vraiment magnifique et quelque chose à la limite de très poétique. Et je trouvais ça merveilleux parce qu'il y a très peu de films aujourd'hui qui nous apportent ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez aimé mes oiseaux. Merci. Une autre question. Oui, on vous écoute. Dans le film, excusez-moi, je reviens à un détail un peu prosaïque. Dans le film, vous prenez pas votre traitement. Alors, est-ce que c'est bien ça ? Merci de poser la question, parce que je vous entends penser. Vous allez me dire, est-ce que c'est que vous êtes anti-médicaments ? Non, c'est pas ma question. Non, c'est pas ça. Parce que non. Je veux le dire, non. Prenez vos médicaments si vous en avez besoin. Surtout, c'est pas du tout le but du film de parler de ça. C'est de dire qu'il n'y a pas que les médicaments, il y a plein d'autres possibilités de guérison avec les médicaments, si on a besoin de médicaments, bien sûr. Oui, mais alors justement, les médecins estimaient que vous en avez besoin, vous ne les avez pas pris. Moi, je ne suis pas anti-médicaments non plus, mais malgré tout... Est-ce que c'est pas aussi ça qui vous a sauvé quelque part, qui vous a permis de voir le film avec Romy Schneider, etc. Est-ce que finalement le médecin que vous semblez apprécier, finalement n'avait pas compris que, comment se fait-il d'ailleurs que le corps soignant ne s'en soit pas rendu compte, et est-ce qu'il vous a pas laissé faire comme ça ? Voilà. Alors en vrai, j'en prenais quand même quelques-uns.
Là, dans le film, elle y arrive très, très mieux que moi. Et j'en prenais quand même quelques-uns, mais c'était quelque chose qui était étrange pour moi, après avoir vidé toute cette armoire à pharmacie, donc, comme le dit le personnage, que finalement, ça soit par là que doit arriver ma guérison, alors que c'est ça qui m'avait mis dans cet état d'enfermement. Donc, je trouvais ça très paradoxal et très perturbant, et j'avais du mal à les avaler, quoi. Donc voilà, mais non, c'est pas le message du film. Le message du film, c'est qu'il y a la pédopsychiatrie, encore une fois, et les places sont nécessaires. Il y a vraiment besoin d'un investissement de politique pour ça. Mais il y a de la même manière qu'on passe jamais à l'acte pour une seule raison. On ne guérit pas avec une seule chose. On guérit parce qu'il y a l'amitié, on guérit parce qu'on trouve un sens à sa vie, on guérit parce qu'on voit le bout du tunnel et parce qu'on a su saisir une phrase, ou parce qu'on a vu un film, ou parce qu'un ami vous a tendu la main, ou tout est important en fait. Et c'est ce message-là que veut faire passer le film. Mais je dis ça parce qu'un soignant m'a dit, ça veut dire qu'il y a peut-être des enfants qui vont croire qu'il faut qu'ils balancent leur traitement. Ça, c'est vraiment pas le message que je veux dire, parce que là, c'est une trop lourde responsabilité et c'est pas du tout le message que je veux faire passer. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, là, je peux parler que de ma propre expérience. J'en ai peu pris parce que j'avais un dégoût par rapport à ça. Et que vraiment la musique, le fait de jouer, le fait quand même d'avoir ensuite suivi un traitement avec un médecin qui était beaucoup mieux que la Gestapo, m'a beaucoup aidée. Voilà. Mais j'ai eu besoin d'aide quand même. Je ne m'en suis pas sortie toute seule. C'était plus tard, oui. Oui, parce que ça, il faut le dire, le chemin, il peut être long. Il peut être long, le chemin, là, c'est un film et ça va plus vite que dans la réalité. Le chemin, il peut être long, mais ça passe. C'est vraiment le message. Et si ça ne passe pas, parce qu'il y a ce débat aujourd'hui sur la résilience, ce qui est un très beau terme, inventé par Boris Cyrulnik. Mais attention à l'injonction de dis donc, pourquoi tu n'es pas résilient, toi ? Aujourd'hui, c'est beau d'être résilient, tout le monde doit être résilient. On peut aussi continuer avec ses douleurs. On peut continuer avec ses difficultés psychologiques. J'en ai eu pendant longtemps, mais ça m'a pas empêché de jouer, ça m'a pas empêché de faire mon travail. À un moment, quand ça m'a empêché, j'ai repris des séances. Enfin, je veux dire, voilà, on fait qu'à un cas, mais avec la certitude malgré tout qu'on y arrive, quoi. Alors je voulais vous rebondir. Est-ce que vous pensez que ça a nourri votre travail d'actrice ? Quoi, mon émotivité ? Oui. Ben, j'étais bien contente de trouver un endroit où je pouvais la mettre, cette émotivité. Et là, j'ai envie de dire, dans la société, on devrait s'accorder beaucoup plus d'espace d'émotivité. Je me souviens de ce film Les Émotifs Anonymes, quand il est sorti. J'allais à l'avant-première et je racontais l'histoire à la chauffeuse de taxi qui m'a dit « Bah oui, mais vous avez de la chance, les comédiens. Parce que moi, dans mon taxi, si je me mets à chialer, je ne vous dis pas l'effet que ça fait à mes clients. Ou alors, imaginez dans un bureau que vous mettez à pleurer devant tout le monde ou que vous parlez avec la petite voix de Charlotte Gainsbourg à votre patron. C'est pas simple. Et c'est vrai que c'est injuste. Et je pense que c'est un métier de... Parfois, on me dit, mais là, vous êtes allé très loin dans l'émotion. Est-ce que vous n'y avez pas laissé des plumes ? Non. En fait, l'émotion, elle est complètement salvatrice. Ça purge, le mot n'est pas très joli, pardon, mais pour moi, le danger, c'est de tout mettre tout le temps sous le tapis. Et ce n'est pas la faute des gens, ça, de mettre sous le tapis. C'est qu'on est obligé de mettre sous le tapis dans cette société où on fait si peu de place à l'émotion, où on a des coachs pour tout, où il faut assurer, où il faut être infaillible quasiment, quoi. Donc là, on est en train d'entendre un autre son de cloche avec cette année de la santé mentale, avec les témoignages aussi de pas seulement d'acteurs, mais de sportifs, etc. Parce que le sport, ça ne va pas être simple d'avouer qu'on a des faiblesses dans un milieu où il faut tellement être performant. C'est encore plus
je trouve encourageant comme prise de parole. Et je pense que ça va continuer. Et je pense que c'est lié aussi aux besoins. Là, on parlait de ce festival et de ce festival qui est un festival engagé. C'est lié au besoin aussi d'accepter la différence, d'être dans... Ça aussi, c'est Cynthia Fleury qui a écrit des livres sur le care, l'importance du care, l'importance de soigner, l'importance d'avoir des lieux, par exemple, où c'est beau pour travailler, l'importance d'avoir des écoles comme ça, où on puisse... travailler en paix pour les élèves, mais aussi peut-être, oui, avec une belle vue, enfin, faire attention aux êtres humains que nous sommes, les uns les autres. J'aimais beaucoup quand j'ai travaillé avec Alain Resnais, il avait une vision du monde que je trouvais très belle. Il disait qu'on est tous pris dans la même toile d'araignée, tous, et qu'il suffit qu'il y en ait un qui bouge à l'autre bout de la toile pour que l'autre, à l'autre extrémité, en ressente les vibrations. Voilà, on est liés, et donc autant... se soigner, être attentif et dans le care les uns avec les autres. Une autre question. Alors c'est Julie de Saint-Just, Saint-Rambert, c'est à côté de Saint-Étienne, qui... c'est pas une question, donc je vous lis ce qu'elle vous écrit. Bravo pour votre magnifique interprétation de la Symphonie des éclairs, tellement touchante et sincère. Je voulais pas chanter. Je voulais que ça soit Zao de Sagazan qui chante, mais elle n'était pas disponible. Elle nous a donné les droits pour réinterpréter la musique. C'est une réinterprétation musicale de mon frère, une autre composition comme ça, enfin une réinterprétation. Et du coup, pour la convaincre, j'ai chanté moi. Et comme elle a validé cette chanson-là, je me suis dit, bon, ben, finalement, est-ce qu'il faut trouver une autre chanteuse ou pas? Et c'est un projectionniste, le projectionniste de la pan-européenne, qui m'a dit, mais non, mais pas du tout, il faut que ça soit ta voix. Donc voilà, j'ai gardé ça, mais j'avais peur que ça fasse beaucoup, quoi. Elle a écrit le livre, elle fait le film, elle chante dans son film, elle joue dedans. Bonjour l'ego, quoi. Donc j'avais du mal à assumer jusqu'au bout, mais bon, voilà, j'ai écouté le projectionniste. Alors, je pense que nous allons terminer là-dessus. Je rappelle qu'Isabelle, vous êtes au théâtre actuellement. Vous pouvez nous le... Je suis au théâtre de la Renaissance, que vous avez vu dans le film. Ça va être très émouvant parce que quand le film va sortir, je serai dans le théâtre de la Renaissance et puis il y aura le film en même temps. C'est un hasard, c'est très émouvant pour moi. Le théâtre de la Renaissance, le si bien nommé. Et je joue un pas de côté avec Bernard Campan, qui est aussi dans le film, que je ne peux pas quitter parce que c'est un être humain absolument délicieux et tellement humble et généreux. C'est mon frère. Voilà, le 12 novembre au cinéma. Parlez-en autour de vous, envoyez vos amis, vous allez voir ce très beau film. Merci Isabelle Carré. Je voulais vous remercier pour toutes vos questions, et il y en avait beaucoup, et puis toute votre écoute, et puis l'émotion aussi que j'ai sentie en arrivant dans cette salle. Merci beaucoup pour ce partage, et vive le cinéma! Merci à Renaud Davy et à Pan Distribution. Merci Isabelle Carré. Isabelle Carré, vous faites partie maintenant de la famille Atmosphère. Bienvenue quand vous voulez.